Elle s'appelait Ruth Ann. Et par une nuit humide du Mississippi en 1837, elle était assise près d'un grand feu de joie, entourée par les chants de son peuple. Quand la dernière braise s'éteignit, elle avait disparu. Tout ce qui restait était son ombre, brûlée dans la terre même sous ses pieds. Une ombre qui réapparaîtrait au même endroit chaque année. On disait qu'elle s'était enfuie, mais la vérité était bien plus puissante. Un secret qui résonnerait pendant 100 ans, attendant que la bonne personne le découvre. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ensoleiller ma journée et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Le soleil sur la plantation Ellis était un orange meurtri, saignant sa dernière lumière à travers les champs de Natchez. C'était en 1837, et le jour mourait comme il l'avait vécu, sous le poids d'une chaleur qui semblait personnelle et punitive. De longues ombres déformées s'étiraient depuis les silhouettes des ouvriers agricoles alors qu'ils se traînaient hors des dernières rangées de coton, leur mouvement lent et lourd d'une lassitude jusqu'aux bonnes mollets. L'air lui-même était une couverture épaisse, lourd du parfum entêtant de la terre humide, de l'odeur âcre de la sueur, et de l'odeur douce et écœurante des capsules de coton qu'ils avaient passé leur vie à cueillir. Pour les hommes et les femmes de la plantation Ellis, c'était le seul air qu'ils connaissaient, l'odeur de leur servitude. Les dos endoloris d'un feu qui ne s'éteignait jamais complètement et les mains avisses et calleuses à cause des bords tranchants des plants de coton étaient des cartes d'une douleur qui n'avait pas de nom. Parmi eux se déplaçait Ruth Ann, une femme d'une vingtaine d'années qui possédait un calme tranquille et troublant qui la distinguait. Là où d'autres s'affaissaient sous le fardeau de la journée, elle semblait le porter avec une étrange grâce intérieure. Ses yeux, sombres et profonds, avait la patience lente du fleuve Mississippi tout proche, reflétant le ciel meurtri sans complainte. Elle n'était pas provocante au point de s'attirer le fouet, ni par une langue acérée, ni par un regard rebelle. Sa défiance résidait dans son silence observateur, dans la façon dont elle regardait le monde comme si elle connaissait un secret qu'il n'avait pas encore révélé. Elle voyait l'épuisement gravé sur les visages autour d'elle, l'affaissement de leurs épaules, leur traînée de pieds. Et sa propre posture restait droite, son regard clair. C'était une immobilité qui déconcertait le contremaître et intriguait ses compagnons esclaves. Un calme qui semblait à la fois ancien et incassable. Le vieil homme Josiah, l'aîné de la plantation, l'observait, s'empuyant lourdement sur une canne noueuse. Son visage, une carte routière de chagrins et de survie, était plissé par la sagesse de celui qui avait vu trop de saisons de souffrance. C'était un homme qui voyait le monde derrière le monde, qui entendait les ancêtres murmurer dans le bruissement des feuilles de cyprès, et voyait leur visage dans l'eau vive du fleuve. Il croisa le regard de Ruth Ann, et un regard de connivence silencieux passa entre eux. Une conversation tenue dans l'espace d'un battement de cœur. Il se rapprocha, entré dans les pieds, sa voix un râle sec, à peine plus que le bruit des feuilles dévalant la terre battue. « L'air est lourd ce soir, mon enfant », murmura-t-il, son regard balayant les champs qui se assombrissaient et la silhouette lointaine et oppressante de la grande maison. « Les ancêtres sont proches, le feu les appellera. » Un léger sourire mystérieux effleura les lèvres de Ruth Ann, une expression fugace qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux patients. « J'écouterai, oncle Josiah, » répondit-elle, sa voix douce mais claire, portant une note de finalité qui fit frissonner le vieil homme. Il vit alors quelque chose dans son regard, une profondeur qui allait au-delà de la patience, une disponibilité qui semblait aussi vieille que la terre même. Il hocha lentement la tête, ne comprenant rien et tout à la fois. L'épuisement qui s'accrochait aux autres était un poids physique. Mais la lassitude de Ruth Ann semblait d'une autre nature, un épuisement spirituel issu d'une très longue attente qui touchait enfin la terme. Alors que l'obscurité tombait vraiment, le silence oppressant des champs fut remplacé par le rugissement et le crétissement du feu de joie de la récolte. C'était un bûcher massif construit dans une clairière bordant le marais de cyprès. Un pilier de flammes rugissant qui projetait des escargots vers un ciel sans étoiles. C'était la seule nuit où maître Elias Ellis autorisait un tel rassemblement. Une libération calculée de la pression qu'il croyait maintenir sa main-d'œuvre docile. Depuis le lointain bloc de lumière froide qu'était la grande maison, on pouvait le voir sur sa portantise, un homme corpulent faisant tourner un verre de brandy, son regard cruel et dédaigneux. Pour lui, le feu et les chants qui commençaient à s'élever de la gorge de ses esclaves n'étaient plus que des bruits d'animaux se défoulant, un rituel nécessaire pour assurer une journée de travail productive le lendemain.
Il était totalement inconscient de la signification spirituelle des flammes, du langage codé d'espoir et de douleur tissé dans les mélodies des spirituels. La lumière du feu dansait sur les visages des esclaves, les faisant vaciller entre des moments de joie fugaces et le chagrin profond qui était leur compagnon constant. Ils chantaient les rives du Jourdain et les chariots oscillants, leurs voix se fondant en un seul courant puissant de son qui repoussait les ténèbres envahissantes. Au cœur de ce cercle de chant et de feu, il y avait un sens palpable de communauté, un souffle partagé dans un monde conçu pour les étouffer. Ruth Ann, cependant, était assise légèrement à l'écart du groupe principal, perchée sur une petite pierre plate qui était fraîche contre l'air humide. Elle ne chantait pas. Ses mains reposaient sur ses genoux et elle se balançait doucement, son corps un métronome, silencieux pour le rythme des hymnes. Son regard était fixé sur le cœur des flammes, son expression d'une profonde révérence, non de peur. La chaleur intense qui poussait les autres à garder leur distance semblait l'attirer plus près, et la lumière du feu peignait sa peau de nuances changeantes d'orange et d'or. Une femme plus jeune, nommée Sarah, le visage luisant de sueur et d'énergie juvénile, quitta le cercle de chant et vint à ses côtés. « Viens chanter avec nous, Ruth Ann », la pressa-t-elle, sa voix pleine d'une affection sincère. Elle tendit la main vers celle de Ruth Ann, essayant de l'attirer dans la chaleur de la communauté. « Oublie les ennuis pour une nuit, laisse la musique t'emporter. » Ruth Ann tourna lentement la tête et son sourire serein rencontra les yeux inquiets de Sarah. Elle fit un petit signe de tête doux, un geste de refus, qui ne contenait aucun rejet, seulement une certitude tranquille. Sarah, voyant la résolution inébranlable dans la posture de son amie, laissa tomber sa main et retourna au cercle, un sentiment de malaise s'installant dans son cœur. Le contraste était saisissant et troublant, l'autorité froide et distante de la véranda et le feu vibrant et plein d'âme de la communauté, avec Ruth Ann existant dans un espace entre les deux, n'appartenant à aucun et pourtant connecté aux deux. Sa concentration intense sur le feu, sa séparation du groupe, tout cela créait un puissant sentiment d'anticipation, une sensation que la nuit retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Le chant enfla, atteignant un crescendo puissant et bouleversant. Les voix s'élevèrent en un cri unifié de désir et de libération, et en ce faisant, le feu de joie sembla répondre. Il bondit dans le ciel, une colonne rugissante d'orange et de rouge, qui envoya une vague de chaleur intense déferler sur la clairière. Pendant un instant, le monde ne fut que son, lumière et chaleur. Puis, alors que la dernière note du spiritual restait suspendue dans l'air, le chant prit fin. Un soupir collectif traversa la foule, un son à la fois d'épuisement et de catharsis. Les flammes commencèrent à baisser, retombant dans un lit rougeoyant de braise. Le sortilège était rompu. Les gens commencèrent à s'éloigner, leur voix n'étant plus que de faibles murmures, alors qu'ils se dirigeaient vers les cabanes sombres et silencieuses. Sarah se tourna, le cœur encore plein de musique, cherchant son amie. « Ruth Ann » appela-t-elle, sa voix douce dans le silence soudain. Où est-elle allée ? La petite pierre plate où Ruth Ann s'était assise était vide. Sarah balaya du regard la foule qui se dispersait, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Le vieil homme Josiah se tenait figé, les yeux écarquillés et fixés sur l'endroit. Il l'avait observée, attiré par son étrange immobilité. Il la vit un instant, une silhouette d'un calme parfait contre les flammes rugissantes, et l'instant d'après, alors que le feu atteignait son point culminant, elle n'était tout simplement, incroyablement, plus là. Ce n'était pas un départ, pas un mouvement qu'il avait manqué. C'était une absence, soudaine et absolue. Le contremaître, un homme nommé Finch, avec une expression perpétuellement amère et un fouet enroulé à sa hanche, s'avança à grands pas, ses bottes craquant sur l'herbe sèche. « Qu'est-ce que c'est que cette agitation ?» demanda-t-il. « C'est Ruth Ann, » dit Sarah, la voix tremblante. « Elle est partie. » Finch cracha un jet de jus de tabac près du feu mourant. « C'est une fugitive, » ricana-t-il. « L'explication facile et commode. Bon débarras. Maître Ellis enverra les chiens demain matin. Maintenant, rentrez dans vos cabanes. » Son explication banale et brutale aurait dû régler l'affaire, mais elle flottait dans l'air, sonnant creux et fou. Alors que les derniers membres de la foule se dispersaient sous le regard impatient de Finch, Josiah s'avança, attiré par une force qu'il ne pouvait nommer. Le grand feu s'était réduit à un cœur palpitant de braises rouges et oranges, jetant une lumière douce et fantomatique sur la clairière. Il s'arrêta devant la pierre plate, le souffle coupé.
Il haleta, un son étranglé et incrédule, et leva une main tremblante pour pointer. Brûlée dans la terre battue, correspondant parfaitement à l'endroit où Ruth Ann s'était assise, se trouvait son ombre. Ce n'était pas une marque de brûlure d'une braise tombée, pas une simple parcelle de sol noirci. C'était une silhouette sombre et détaillée, comme si la lumière elle-même avait été arrachée de cet endroit précis, ne laissant que le vide qu'elle avait occupé. La forme était indubitable, capturant la courbe de son dos alors qu'elle était assise, la ligne de sa tête et même le léger contour de la simple robe qu'elle portait. C'était un négatif parfait, une empreinte de sa présence laissée après sa disparition. La confusion de sa disparition se transforma instantanément en peur froide et picotante, qui céda ensuite la place à une admiration profonde et glaçante. Le renvoi du contremaître d'une fugitive fut immédiatement rendu sans objet, une explication d'idiot face à la preuve impossible, maintenant gravée dans la terre même de la plantation Ellis. La nuit ne concernait plus une femme disparue, elle concernait l'ombre qu'elle avait laissée derrière. Une année passa. Une roue de saison tournant sur un axe de peur et d'espoir murmurait. Sur la plantation Ellis, le nom de Ruth Ann était un fantôme dans le vent, interdit par Maître Ellis, mais prononcé dans la sainteté feutrée des cabanes la nuit. Son histoire n'était plus seulement une histoire. C'était une graine plantée dans le sol fertile de leur mémoire collective, arrosée par les larmes des anciens et les grands yeux interrogateurs des jeunes. Maître Elias Ellis, de son côté, avait maigri. Son visage s'était figé dans une grimace permanente, ses yeux lançaient des éclairs avec une nouvelle paranoïa troublante. Il avait passé l'année à essayer d'effacer le souvenir, punissant toute mention de son nom avec une fureur froide qui ne faisait qu'attiser les chuchotements. La faible tache grise sur le sol, l'endroit où l'ombre avait été, était un reproche silencieux et constant. Maintenant que la récolte était terminée, une nouvelle tension s'installa sur la plantation. L'air s'épaissit de questions tacites. Permettrait-il le feu de joie? L'interdire serait un aveu de peur, une concession que l'événement de l'année précédente avait un pouvoir sur lui. Le permettre ressemblait à une provocation dangereuse. Finalement, sa fierté, cette chose fragile et venimeuse, l'emporta. Il annonça que le feu de joie aurait lieu comme d'habitude au même endroit, un défi narquois aux souvenirs qui hantaient sa propriété. Il leur prouverait, et à lui-même, que ce n'avait été qu'un hasard, un jeu de lumière, une illusion partagée née de l'épuisement et d'une superstition stupide. Il brûlerait le fantôme de Ruth Ann hors de sa terre pour de bon. Cette nuit-là, le feu fut allumé avec un sombre sens de la cérémonie. Il n'y avait aucune joie, seulement un silence lourd et attentif. La communauté asservie se rassembla, leurs visages illuminés par les jeunes flammes affamées, leurs yeux fixés non sur le feu lui-même, mais sur la tache gris pâle sur la terre à côté. Maître Ellis se tenait de nouveau sur sa véranda, mais cette fois, il n'était pas détendu avec du brandy. Il se tenait rigide, ses mains serrées en poings blancs sur la balustrade, son corps une ligne tendue de défi contre l'obscurité envahissante et le pouvoir qu'elle pourrait détenir. C'était un roi défiant un fantôme d'apparaître dans sa cour. Alors que les flammes grandissaient, léchant de plus en plus haut le ciel noir, un hoquet collectif parcourut la foule. Un son comme un seul souffle surpris. La tache gris pâle sur le sol, qui n'avait été qu'une simple décoloration au clair de lune, commençait à changer. Elle s'assombrit, les bords s'aiguisèrent, la forme devenant terriblement distincte. Ce n'était pas simplement une ombre projetée, c'était une présence réémergeant de la terre elle-même. Dans la pleine lumière rugissante du feu de joie, la silhouette de Ruth Ann réapparut, nette et indéniable. Un vide parfait en forme de femme assise. Une femme dans la foule cria, un son brut et perçant de terreur et d'admiration. Le visage de Maître Ellis, visible même de la distance de la véranda, se tordit en un masque d'incrédulité et de rage pure et sans mélange. « C'est un trou !» beugla-t-il, la voix tremblante, craquant d'une peur qu'il ne pouvait simuler. « Un trou du diable ! Éteignez-le, déterrez-le, je veux que cette tache disparaisse de ma terre !» Sous les ordres furieux et paniqués du contremaître, plusieurs hommes furent poussés en avant avec des pelles. Ils hésitèrent,
leur peur du maître luttant avec une peur plus profonde et plus primale de déranger cette chose sacrée et impossible. Mais le fouet était une menace plus immédiate. Avec des mains réticentes et tremblantes, ils plongèrent leur pelle dans la terre. Ils creusèrent frénétiquement, retournant la terre encore et encore, remuant la terre sombre où reposait l'ombre. Ils créèrent une parcelle de sol mou et brisé, une blessure dans la clairière. Pendant un moment, la silhouette disparut, avalée par la terre remuée. Un soupir de soulagement rauque échappa aux lèvres de Maître-Élis, mais il fut de courte durée. Alors que la lumière du feu continuait de battre sur la clairière, quelque chose d'impossible se produisit. Sur la surface du sol fraîchement retourné, sur les mottes de terre et d'argile, l'ombre commença à se reformer. Elle ressurgit comme si elle était projetée d'une source invisible et immuable. Ses lignes tout aussi nettes, sa forme tout aussi complète. Les hommes avec les pelles reculèrent en trébuchant, laissant leurs outils tomber avec des cliquetis de métal qui furent avalés par le feu rugissant et le silence stupéfait de la foule. L'événement avait passé d'un mystère unique à un miracle récurrent. La peur de la communauté fut consumée par la chaleur de ce moment, remplacée par un sentiment puissant et exaltant de validation et d'émerveillement. Russan ne les avait pas quittés. Sa promesse demeurait. Sur la véranda de la grande maison, Elias Ellis sentit une terreur froide lui remonter le long de la colonne vertébrale. Son autorité, le fondement même de son monde, avait été ouvertement défiée et visiblement sapée par une force qu'il ne pouvait ni fouetter, ni acheter, ni enterrer. Ce n'était pas la fin d'une histoire de fantôme, c'était le début de son hantise. Les années qui suivirent furent une bataille lente et silencieuse. D'un côté, le pouvoir déclinant de la grande maison, et de l'autre, la force spirituelle croissante des quartiers, ancrée par l'ombre impossible qui était devenue une partie permanente de la géographie de la plantation. Elle résistait aux saisons, une forme sombre sur le sol qui était poudré de neige en hiver et cuite par le soleil en été. Elle endurait des sécheresses qui craquaient la terre autour d'elle, et des inondations qui la submergeaient d'eau boueuse pour ne réapparaître inchangée que lorsque les eaux se retiraient. Elle était, simplement, obstinément, là. Lentement, elle devint un sanctuaire. Au début, les offrandes furent petites et secrètes, laissées au cœur de la nuit. Une seule fleur sauvage éclatante glissait près de son bord, un morceau de bois lissé par la rivière, sculpté d'un symbole plein d'espoir. Une seule plume de jet bleu, un éclair de couleur impossible contre la terre sombre. C'étaient des témoignages de souvenirs, des petits actes de foi laissés à la femme qui était devenue leur gardienne silencieuse. L'emplacement devint un lieu de pèlerinage. Une femme espérant un enfant en bonne santé pouvait toucher son bord et dire une prière silencieuse. Un homme confronté à la perspective d'être vendu pouvait venir y chercher un moment de force tranquille. C'était un lieu de réconfort et de défi. Une église sans mur. Le vieil homme Josiah, le dos maintenant presque plié en deux par l'âge, devint le conteur officiel, le gardien de la légende. Il rassemblait les enfants au bord des champs, loin des regards indiscrets de la grande maison, et à la lumière déclinante du jour, il tissait l'histoire de Ruth Ann. Sa voix, autrefois à râle sec, avait pris une qualité grave et résonnante, la voix d'un oracle. « Ne croyez jamais qu'elle s'est enfuie, leur disait-il, ses yeux sombres retenant les leurs, s'assurant que la vérité de ses paroles s'installait profondément dans leurs âmes. C'est l'histoire du maître, une histoire pour ses livres et ses registres. La vérité, c'est qu'elle s'est envolée. Le feu était son char, et elle a laissé sa forme derrière elle pour veiller sur nous, pour nous rappeler que notre esprit est une chose qu'ils ne pourront jamais enchaîner, jamais posséder, jamais briser. » À chaque narration, la légende grandissait, embellie par la poésie d'un peuple ayant désespérément besoin de magie. Josiah, guidé par les murmures des ancêtres qu'il ressentait si vivement, ajouta de nouveaux détails. Il affirmait que Ruth Ann pouvait parler aux oiseaux, qui lui apportaient des nouvelles de pays lointains. Il disait qu'elle connaissait les secrets de la lune et pouvait lire l'avenir dans les motifs des étoiles. Il leur racontait que son ombre n'était pas seulement une marque, mais une porte, et que les nuits les plus calmes, si vous écoutiez avec votre cœur,
vous pouviez l'entendre fredonner de l'autre côté. L'histoire de Ruth Ann devint une pièce vivante de folklore, une pierre cornaire de leur résistance culturelle. C'était un récit de pouvoir dans un monde qui ne leur en donnait aucun, une histoire secrète qui les liait par des fils invisibles et incassables d'espoir et d'identité. C'était leur histoire, et on ne pouvait pas leur enlever. En contraste frappant et brutal avec la richesse spirituelle croissante de la communauté asservie, la famille Ellis et leurs plantations commencèrent à décliner. C'était une pourriture lente et insidieuse qui commençait par les bords et progressait vers l'intérieur. Les champs de coton autrefois abondants commençaient à produire moins, les capsules plus petites, les fibres plus faibles. Une année, un étrange mildiou leur scie les feuilles, une maladie que même les agriculteurs les plus expérimentés ne pouvaient expliquer. L'année suivante, un gel soudain et hors de saison tua les jeunes plants au moment où ils commençaient à germer. La fortune de la plantation, autrefois aussi solide et imposante que la grande maison elle-même, commença à décliner, glissant entre les doigts d'Elias Ellis comme une fine poussière. Il devint un reclus, un fantôme dans sa propre maison. Les grandes fêtes cessèrent, les rires et la musique remplacés par un silence lourd et oppressant. On le voyait souvent à la fenêtre de son bureau, une silhouette décharnée regardant la clairière, le regard fixé sur l'endroit où se trouvait l'ombre. Il restait là pendant des heures, marmonnant pour lui-même, son esprit un tourbillon frénétique de déni et de peur. Son introspection était une forme de torture. Il essayait de rationaliser l'ombre, de l'enfermer entre les barreaux de la logique. Un dépôt chimique dans le sol, peut-être, un minéral unique qui réagissait à la chaleur et à la lumière du feu d'une manière particulière. Il écrivit des lettres à des géologues et des chimistes, décrivant le phénomène en termes académiques vagues. Mais leurs réponses n'offrirent aucun réconfort, aucune explication facile. Il paya même secrètement un homme de science itinérant pour analyser un échantillon de sol. Mais l'homme ne trouva rien d'inhabituel et prit son argent avec un look apitié. Dans son cœur, Elias savait mieux. Son esprit rationnel pouvait échafauder ses théories, mais son âme en sentait la vérité. Il se sentait jugé par cette forme silencieuse et immobile. C'était une accusation permanente, un rappel constant de son échec ultime. Il était un maître, un homme qui croyait en la propriété absolue de la terre, des gens, de la réalité elle-même. Et voici un morceau de sa propre propriété qui le défiait, qui détenait un pouvoir qu'il ne pouvait comprendre. L'ombre n'était pas seulement un souvenir de Ruth Ann, c'était Ruth Ann. C'était son calme tranquille et troublant rendu permanent. C'était son regard patient et observateur maintenant multiplié en une vigile éternelle. Elle se moquait de son pouvoir, de sa richesse, de son identité même. C'était le symbole d'un esprit qu'il avait essayé de posséder, mais qu'il ne pourrait jamais contenir. Cette obsession devint le cœur de son être, un cancer qui le consumait de l'intérieur. Il perdit du poids, sa peau devint jaunâtre, ses yeux s'enfoncèrent dans des orbites sombres et hantées. Sa femme, une femme aussi fragile et ornementale que les poupées de porcelaine de son salon, commença à le craindre. Ses rages soudaines et ses longs silences moroses étaient plus terrifiants que n'importe quel fantôme. L'ombre n'était plus seulement un symbole, elle ressemblait à une malédiction active, une force maléfique qui drainait la vie de sa terre et de sa famille, accomplissant le récit murmuré de justice qui se propageait dans les quartiers des esclaves comme une traînée de poudre. Elias Ellis, le maître de centaines d'âmes et de milliers d'acres, était conduit à la folie et à la ruine par une simple ombre, un acte final et parfait de rébellion d'une femme qu'il avait essayé et échoué à effacer. La guerre de sécession, quand elle porta, ne fut pas un tonnerre lointain, mais une crue soudaine qui déchira le Mississippi, arrachant le vieux monde à ses fondations. La plantation Ellis, autrefois une île d'ordre tyrannique, fut engloutie par le chaos. Des soldats d'Union en uniforme bleu marchaient sur la terre, leur facé à mélange de détermination sombre, de perplexité juvénile face à l'étrange beauté oppressante du Sud. La grande maison, déjà un lieu de pourriture et de silence insidieux, fut occupée, ses beaux mobiliers effrénés par des bottes boueuses, ses couloirs résonnant des accents inconnus, de l'Ohio,
de la Pennsylvanie. Elias Ellis ne vécut pas pour voir le démantèlement final de son royaume. Il mourut comme il a vécu de ces dernières années, prisonnier dans sa propre maison, son esprit un royaume brisé de paranoïa. Il s'éteignit dans son lit, une silhouette squelettique et rétrécie. Ses dernières paroles délirantes ne furent pas pour sa femme ou sa fortune perdue, mais une série de malédictions dirigées contre une parcelle de terre qu'il pouvait voir de sa fenêtre. Une parcelle de terre qui détenait un pouvoir qu'il ne pourrait jamais conquérir. Pendant les troubles de l'occupation et les années incertaines qui suivirent, la tradition annuelle du feu de joie fut interrompue. La clairière devint sauvage. Les mauvaises herbes envahirent la pierre plate et le sol sacré de l'ombre. Le cœur du rituel de la communauté se tut. Pourtant, l'histoire ne mourut pas. Elle se détacha de la terre et devint portable, une monnaie d'émerveillement et de résilience portée dans le cœur des peuples nouvellement libérés. Elle fut également reprise par les soldats. Ils entendirent le conte de la femme ombre de Natchez murmurer autour de leur feu de camp, un morceau de folklore local aussi épais et mystérieux que la brume des marais. Leurs réactions furent un curieux mélange. Certains hommes pratiques, issus de fermes et d'usines, le rejetaient comme une absurdité superstitieuse, le conte fantaisiste d'un peuple ignorant. D'autres étaient intrigués, leur imagination stimulée par le romantisme gothique de l'histoire. Et quelques hommes qui avaient vu les horreurs de la bataille et ressenti la minceur du voile entre la vie et la mort étaient véritablement effrayés. Ils faisaient un large détour autour de la clairière les nuits sans lune, et plus d'un soldat de garde jura avoir vu une forme féminine vacillante se déplacer près de l'endroit, un jeu de lumière qui lui fit se hérisser les poils sur les bras. Grâce à ces soldats, la légende de Ruth Ann commença son voyage, se propageant au-delà des limites de la plantation, devenant une rumeur étrange et persistante murmurée dans les tavernes et les casernes à travers la nation divisée. Pendant tout ce temps, la gardienne de la flamme était une jeune femme nommée Amina. Elle était la petite-fille du vieil homme Josiah. Elle avait grandi avec l'histoire de Ruth Ann, non pas comme une légende, mais comme une vérité vivante. Elle avait hérité des yeux profonds et savants de son grand-père et de son sens des responsabilités envers le passé. Les histoires qu'il lui avait racontées étaient un héritage sacré. Elle les gardait précieusement dans son cœur à travers les années de guerre et de bouleversement. Elle sentait vivement le poids de son devoir, une résolution tranquille et brûlante de veiller à ce que la mémoire de Ruth Ann et le pouvoir qu'elle détenait ne se perdent pas dans le chaos d'un monde en mutation. Elle regardait les soldats aller et venir. Elle vit la grande maison tomber en ruine et elle attendit. Sa patience aussi profonde et lente que le fleuve qui s'était autrefois reflété dans les yeux de Ruth Ann. La guerre prit fin. Les tuniques bleues s'enhalèrent, laissant derrière elle un monde brisé et refait. Les habitants de l'ancienne plantation Ellis étaient désormais des métayers et des travailleurs libres. Leur vie était toujours une lutte exténuante, mais une lutte maintenant soulignée par un nouveau sentiment de propriété fragile et farouchement protégée. Ils n'étaient plus une propriété, ils étaient une communauté. Et alors que la première saison des récoltes dans cette nouvelle réalité approchait, un besoin profond et inexprimé commença à faire surface. Ils avaient besoin de rallumer le feu. C'est Amina qui donna voix à ce besoin. Elle s'était imposée comme une leader naturelle. Sa force tranquille et son lien profond avec leur histoire commune commandaient un respect qui n'avait rien à voir avec l'âge ou la richesse. Un soir, alors que la communauté se rassemblait après une longue journée dans les champs, leurs visages lasses mais leurs yeux brillants d'une nouvelle lumière, elle se tint devant eux. « La récolte est presque terminée », commença-t-elle, sa voix claire et forte, portant à travers l'air qui se rafraîchissait. Pendant des années, un feu a été allumé sur cette terre. Il était allumé pour eux, dit-elle avec un subtil signe de tête, vers le manoir en décomposition qui se dressait comme un squelette contre le ciel crépusculaire. Il était allumé pour célébrer une récolte que nous ne possédions pas, une récolte achetée avec notre sueur et notre sang. La tradition a été rompue par la guerre, mais la raison du feu a changé. Le monde a changé. Elle fit une pause, laissant ses mots s'installer. Ce soir, je dis que nous le rallumons, mais nous l'allumons pour nous.
Nous allumons ce feu non pas pour une récolte de coton, mais pour une récolte de liberté. Nous l'allumons pour nous souvenir d'où nous venons et pour célébrer le chemin que nous avons parcouru. Nous l'allumons pour nos ancêtres qui ont enduré les ténèbres afin que nous puissions voir l'aube. Nous l'allumons pour Ruth Ann qui nous a montré que même dans les chaînes, l'esprit ne peut être possédé. Un murmure d'assentiment parcourut la foule, mais il était teinté d'incertitude. Un homme nommé Caleb, le visage gravé du scepticisme prudent de quelqu'un qui avait appris à ne pas trop espérer, prit la parole. Ça fait des années, Amina. La guerre a tout changé. La terre a été retournée. Peut-être que la magie est partie. Peut-être, dit-il, la voix baissant, que ce n'était qu'une histoire après tout. Une histoire dont nous avions besoin à l'époque, mais plus maintenant. Le doute flottait dans l'air, un contrepoint froid à l'appel passionné d'Amina. C'était une crainte valable. Et s'ils allumaient le feu et que rien ne se passait? Et si leur symbole le plus puissant, leur miracle, s'avérait n'être rien de plus qu'un souvenir, une relique d'un passé qui avait été balayé? Ne serait-ce pas une perte plus profonde, une désillusion finale qu'il ne pouvait se permettre? Amina rencontra le regard de Caleb, ses yeux doux mais inébranlables. La terre se souvient, Caleb, dit-elle, sa voix résonnant de la conviction qu'elle avait héritée de Josia. Les soldats et leurs canons sont partis. Le maître est parti. Mais la terre est toujours là. Nous sommes toujours là. Et nous nous souvenons, c'est toute la magie dont nous avons jamais eu besoin. La promesse de Ruth, elle n'était pas dans le feu. Elle était dans son esprit. Et son esprit est en nous. Nous allumerons le feu pour l'honorer, que l'ombre apparaisse ou non. Nous l'allumerons parce que nous sommes libres. Ces paroles rompirent le charme du doute. Une nouvelle résolution s'installa au sein de la communauté. Elle avait raison. L'acte lui-même était le but. La réappropriation du rituel était la victoire. Ils allumeraient le feu non pas avec l'espoir craintif de voir un miracle, mais avec la fière certitude d'en créer un. Le feu fut construit dans l'ancienne clairière, maintenant débarrassé des mauvaises herbes qui l'avaient envahi. L'ambiance était entièrement différente des rassemblements tendus et craintifs du passé. C'était à la fois festif et solennel, un rite sacré qui renaissait. Ils se rassemblèrent non pas comme des esclaves sous l'œil vigilant d'un maître, mais comme des personnes libres, comme des familles, comme les héritiers d'un héritage. Un silence tomba sur la foule alors qu'Amina s'avançait avec une torche allumée. Ils retinrent leur souffle, un poumon collectif rempli d'espoir et de peur, une prière silencieuse pour que le symbole de leur longue lutte n'ait pas disparu avec l'ancien mode. D'une main ferme, Amina plongea la torche dans le bûcher. Les flammes prirent, hésitèrent, puis rugirent, une joyeuse explosion de lumière et de chaleur qui repoussa les ténèbres. Alors que le feu montait, un chant commença. Pas un des vieux spirituels empreints de chagrin et de désir d'évasion, mais un nouveau chant, un jubilé. C'était un chant de louange, de survie, de liberté, chanté à pleine gorge et de tout cœur. Et pourtant, tous les yeux étaient attirés par le sol à côté du feu. Dans la lumière vacillante, la terre paraissait stérile, vide. Le moment s'étira, tendu d'un terrible suspense. Le doute de Caleb résonnait dans le cœur de beaucoup. Peut-être que ce n'était qu'une histoire. Puis, alors que les flammes atteignaient leur zénith, un cri collectif s'éleva, un son qui n'était pas de peur ni même de surprise, mais de joie pure et sans mélange et de profond soulagement. Elle était là, l'ombre. Elle ressurgit, émergeant de la terre comme si elle n'avait fait que dormir, attendant que le chant de son peuple l'appelle chez elle. Elle était aussi sombre et claire qu'elle ne l'avait jamais été, un parfait témoignage silencieux sur le sol. Le chant éclata plus fort maintenant, un chœur jubilatoire et puissant qui semblait faire trembler les arbres mêmes. Les gens riaient, plairaient, s'embrassaient. L'ombre n'était plus seulement un symbole de défi contre un maître, un signe secret d'espoir dans les ténèbres. À ce moment-là, elle fut transformée. Elle devint un lien sacré et visible avec leurs ancêtres, avec leur histoire, avec la résilience inébranlable de leur esprit. C'était un acte de propriété écrit dans l'ombre, brûlé dans la terre qu'ils pouvaient enfin presque appeler la leur. Ce n'était pas le souvenir d'une femme qui avait disparu, mais la présence éternelle d'une gardienne qui était restée.
Ce n'était pas seulement une célébration. C'était un acte profond de réappropriation émotionnelle et culturelle. La signification du rituel et de l'ombre elle-même fut transformée pour toujours. L'année était 1937, un siècle entier depuis que Rutan avait disparu dans le feu et la légende. Une Ford modèle à poussiéreuse, sa finition en émail noir, une déclaration crue de modernité contre le paysage ancien, cahotait sur une route étroite du Mississippi. Elle soulevait un fin nuage de poussière d'argile rouge qui recouvrait les épaisses feuilles émeraudes des vignes de kudzu étranglant les arbres. Une marée verte rampante qui semblait prête à avaler la route elle-même. C'était le sud rural en proie à la Grande Dépression. Un lieu d'une beauté profonde et contradictoire où la fertilité luxuriante, presque violente, de la terre contrastait vivement avec le bois brut et non pas des cabanes de métayers et les visages décharnés des gens qui regardaient la voiture passer. Au volant, le docteur Alistair Fyshe ressentit un frisson familier, un mélange de supériorité intellectuelle et d'excitation d'un explorateur s'aventurant en territoire primitif. Il portait une veste en tweed malgré la chaleur humide et étouffante, ses fibres de laine témoignant de son refus de se plier à son environnement. Son visage était rasé de près et précis, ses lunettes polies et ses mains, qui n'avaient jamais connu un jour de travail manuel, agrippaient le volant avec une certitude méticuleuse. C'était un homme du milieu universitaire, un folkloriste célèbre d'une prestigieuse université du Nord, et il était venu dans le Sud pour collecter le spécimen le plus rare de tous. Dans son esprit, Alistair composait déjà le chapitre d'ouverture triomphale de son magnum opus, une démystification définitive et rigoureuse du folklore sudiste. Il avait passé sa carrière à documenter ce qu'il appelait en privé les charmantes superstitions d'un peuple arriéré. Il avait enregistré les chants mélancoliques du bas pays de la Caroline, catalogué les étranges arbres à bouteilles du delta destinés à piéger les mauvais esprits, et transcrit les contes de conjuration murmurés dans les corridors gulagéchés. Il les considérait comme des artefacts culturels fascinants, les échos mourants d'une vision du monde préscientifique, tous mûrs pour la dissection et l'explication. L'ombre de Natchez, comme il l'avait soigneusement étiqueté dans ses notes détaillées, était le joyau de sa collection. C'était le plus persistant, le plus largement attesté, et il devait l'admettre, le plus intrigant de ses mythes. Il avait lu tous les récits disponibles, des coupures de journaux à sensation des années 1890 qui parlaient d'un pacte avec le diable aux brèves mentions dédaigneuses dans les études historiques arides de la région. Il s'était vanté auprès de ses collègues dans le salon des professeurs, autour de verres de sherry, qu'il serait celui qui résoudrait enfin l'énigme. Son hypothèse de travail, qu'il considérait à la fois élégante et irréfutable, était double. Premièrement, il y avait la composante psychologique, une hystérie de masse prolongée et multigénérationnelle, une illusion partagée née du traumatisme unique, de l'esclavage et nourrie par des décennies d'isolement et d'ignorance. Deuxièmement, il y avait le catalyseur physique, un phénomène géologique unique, mais entièrement explicable. Il imaginait un gisement localisé d'un minéral spécifique, peut-être quelque chose avec des qualités phosphorescentes ou thermochromiques latentes, lorsqu'il était catalysé par la chaleur et la composition chimique spécifique d'un grand feu de bois, créait une décoloration temporaire et illusoire sur le sol. Il n'était pas seulement confiant de pouvoir l'expliquer. Il était ravi à la perspective d'être celui qui épinglerait enfin ce beau papillon flottant au tableau, pour en drainer la magie et ne laisser que l'effet froid, dur et publiable. Il imaginait les acclamations, le respect de ses pairs, le poids satisfaisant du livre relié dans ses mains. Il arrêta sa voiture près d'un homme qui réparait une clôture, la salopette de l'homme rapiécée et délavée jusqu'à la couleur du ciel poussiéreux. « Pardonnez-moi » lança Alistair, son accent net tranchant l'air épais. « Je cherche l'ancienne propriété Ellis, celle avec... Oh, l'histoire. » Le fermier leva les yeux, ses yeux enfoncés dans un visage plissé par le soleil, méfiant. Il fit un lent signe de tête. « Continuez sur cette route. Vous ne pouvez pas manquer le sentiment qu'elle dégage. » Puis il demanda, « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» Alistair, désireux de présenter ses références, répondit « Dr. Fyshe. » Alistair Fyshe. L'expression du fermier ne changea pas, mais une lueur de quelque chose,
Une connaissance profonde et ancienne passa dans ses yeux avant qu'il ne se remette à son travail. À l'insu du docteur, le nom de Feisch le précéda dans le vent, un murmure qui ouvrit une porte dans la mémoire de la communauté même qu'il était venu observer cliniquement. Alistair établit sa base d'opération sur la véranda d'une petite cabane bien entretenue, la maison de la femme qu'on lui avait dit être le cœur vivant de la mémoire de la communauté. Son magnétophone à bobine, une merveille de métal poli et de bobines tournantes, était posé sur une petite table comme un dignitaire en visite. Il le manipulait avec la révérence d'un prêtre arrangeant un autel, enfilant la bande magnétique avec une aisance exercée. Devant lui était assise Amina. Un siècle de vie avait rendu son corps frêle et semblable à celui d'un oiseau, sa peau un parchemin délicat et ridé qui montrait la carte complexe de ses longues années. Mais ses yeux, quand elle les leva pour rencontrer les siens, étaient tout sauf frêles. Ils étaient vifs et étonnamment clairs, contenant une lumière qui semblait s'être accumulée pendant 100 ans. Elle était entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, un cœur silencieux et attentif, qui lui avait offert un verre d'eau fraîche avec une formalité polie, mais ne lui avait pas encore offert un sourire sincère. Leur politesse était amure, lisse et haut, et ne donnant aucune prise. Il connaissait son nom. Alistair commença donc, sa voix un baryton académique et net qu'il modula soigneusement pour le microphone, la voix qu'il utilisait pour ses conférences universitaires populaires. L'histoire, telle que je l'ai reconstituée, est que l'ombre d'une femme a été littéralement imprimée sur le sol par la lumière du feu. Fascinant. Il se pencha en avant, son expression un masque soigneusement conçu d'un intérêt professionnel intense. Maintenant, il doit y avoir une explication rationnelle. Ma théorie de travail, comme je l'ai mentionné, implique une réaction chimique. Peut-être qu'un éclair a frappé cet endroit il y a des siècles, altérant la composition du sol. Ou peut-être qu'une petite météorite, riche en certains éléments, y est enterrée. Avez-vous déjà fait analyser le sol par des professionnels? Les membres de la famille échangèrent des regards, une conversation silencieuse et rapide comme l'éclair qu'Alistair ne put déchiffrer, mais qu'il classa mentalement sous modèle de communication folklorique. Ce fut Amina qui répondit finalement, sa voix fine mais aussi stable qu'une racine pivotante, portant le poids indéniable de ses années. Certaines choses, docteur, ne sont pas à la science de les expliquer. Elles sont au cœur de les comprendre. Elle regarda de sa machine tournante à son visage sérieux et plein d'attentes. Cette ombre est une promesse. Vous ne pouvez pas mettre une promesse dans une bouteille et la ramener à votre université pour la mettre sur une étagère. Alistair offrit un sourire patient et légèrement condescendant. Bien sûr, bien sûr. J'ai le plus grand respect pour le pouvoir métaphorique du récit, l'importance de l'histoire en tant que pierre de touche culturelle pour votre communauté. Mais mon travail exige que j'enquête sur le phénomène lui-même, l'événement physique, le comment de la chose. Le regard d'Amina ne vacilla pas. Elle semblait voir à travers son assurance académique. « Vous êtes à Feisch, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son ton aussi désinvolte que si elle s'informait du temps. Pourtant, la question atterrit avec la force d'une accusation, faisant taire les grillons dans l'herbe voisine. Je me souviens que mon grand-père Josiah parlait d'un contremaître de ce nom. Un homme aigri, disait-il. Il était là cette nuit-là. Il a été le premier à parler de fuite. L'air sur la véranda devint épais et immobile, lourd d'une histoire non dite. Alistair fut momentanément décontenancé, son scénario soigneusement construit soudainement compliqué par une variable inattendue. Il savait, d'après ses recherches généalogiques, que son arrière-grand-père avait été contremaître dans cette région, un fait qu'il avait considéré comme une note de bas de page historique mineure, bien qu'un peu embarrassante. Il n'avait cependant pas fait le lien entre ce nom et cette plantation spécifique, cet événement fondateur spécifique. « Oh, oui », balbutia-t-il rapidement, retrouvant son sang-froid professionnel. « Je crois qu'il était un parent éloigné, bien sûr. Quelle coïncidence remarquable. » « Il n'y a pas de coïncidence sur cette terre, docteur, » dit doucement Amina, ses yeux retenant les siens, sa voix portant une certitude profonde et lasse. « Seulement l'histoire que vous connaissez et l'histoire que vous ne connaissez pas.
L'interview se poursuivit pendant une autre heure, mais sa nature avait irrévocablement changé. Ce n'était plus une enquête académique. C'était un jeu tendu du chat et de la souris. Alistair, sentant son contrôle de la situation lui échapper, insista davantage pour obtenir des faits, des données, tout ce qu'il pouvait mesurer et enregistrer. Il proposa des théories alternatives. Pourrait-il s'agir d'une forme d'électricité statique, un tour de passe-passe de la fumée, créant peut-être un motif persistant? Les aînés, menés par Amina, dévièrent chaque question avec la grâce sans effort d'une longue pratique. Ils répondirent par la poésie, par l'allégorie, par des histoires sur la façon dont la rivière conserve les souvenirs et la façon dont les cyprès murmurent des secrets à ceux qui savent écouter. Ils refusèrent de le laisser cerner leurs croyances, de réduire leur miracle à un fait simple, digestible et explicable. La mention de son nom par Amina avait été un défi subtil et magistral, un rappel silencieux qu'il n'était pas un observateur objectif entrant dans un laboratoire stérile. Il était un homme avec un nom, une histoire, et il venait d'entrer, complètement inconscient, dans une histoire qui était en partie la sienne. Sa quête académique était devenue un bilan personnel, et une lueur d'agacement luttait avec un sentiment étrange et importun d'être profondément vu. À l'immense satisfaction d'Alistair, il fut officiellement invité à assister au feu de joie du centenaire. Il y voyait l'occasion ultime, sa chance d'observer et de documenter le phénomène dans ce qu'il considérait comme des conditions contrôlées parfaites. Il arriva dans la clairière alors que le crépuscule se fondait dans la nuit, son excitation académique rendant ses mouvements vifs et saccadés. Il se sentait comme un vrai scientifique, un explorateur sur le point de faire une grande découverte, même si cette découverte n'était que la vérité banale derrière une histoire de fantôme centenaire. La communauté se rassemblait déjà, se déplaçant avec une grâce lente et délibérée. Leur humeur était entièrement différente de l'atmosphère joyeuse et festive qu'il avait lue dans certains récits. Une profonde solennité flottait dans l'air, une révérence silencieuse qui était rendue plus lourde, plus formelle, par la présence intrusive de l'étranger. Il se mit immédiatement au travail, un tourbillon d'activités méthodiques qui contrastait vivement avec l'immobilité des gens. Il installa son appareil photo grand format sur un lourd trépied en bois, pointant son objectif en verre froid directement sur le lieu sacré où l'ombre était censée apparaître. Il plaça son magnétophone à bobine sur une petite parcelle de terrain plat, un long microphone sur un support prêt à capturer ce qu'il appelait les chants rituels. Il s'affairait avec un photomètre à main, prenant des mesures de la lumière ambiante du crépuscule et griffonnant les chiffres dans un carnet relié en cuivre. Puis, sortant une petite rouelle et une série de sacs en toile numérotés de sa sacoche, il s'agenouilla. Il gratta la couche supérieure d'herbe et préleva soigneusement des échantillons de sol. Un du centre même de l'endroit, un autre de son bord, un troisième à 5 pieds de distance, et un dernier échantillon de contrôle de l'autre côté de la clairière. Il étiqueta chaque sac avec une écriture précise et soignée, ses mouvements économiques et certains. Il était tellement absorbé par son travail, par la solidité réconfortante de sa méthode scientifique, qu'il était presque complètement inconscient de la façon dont la communauté lui faisait un large cercle, leurs mouvements s'écoulant autour de lui comme s'il était un rocher dans un ruisseau. Il l'ignorait, non pas avec une hostilité ouverte, mais avec un profond repli collectif sur eux-mêmes, leur cercle d'histoire partagé le fermant à l'extérieur. Un jeune garçon aux grands yeux curieux l'observa un moment, observateur silencieux de l'observateur, avant que sa mère ne le ramène doucement dans le giron. Les chants commencèrent. Ce n'étaient pas les chants jubilatoires de la liberté, mais les mélodies plus anciennes et plus profondes, les spirituals qui étaient tissés de siècles de chagrin et d'un espoir indomptable. Les voix s'élevèrent et s'entrelacèrent, tissant une tapisserie complexe de sons qui semblaient anciennes et puissantes. Une histoire vivante qui faisait paraître l'équipement moderne d'Alistair comme une collection de jouets stériles et sans vie. La tension dans la clairière était à son comble, une confrontation palpable et silencieuse. C'était l'appareil photo d'Alistair, son photomètre, ses sacs de terre méticuleusement étiquetés, toute sa vision du monde rationnel et empirique opposée à la tradition vivante et respirante de la communauté, à leur foi, à leur mémoire. Un aîné, un homme au visage aussi sombre et ridé que du vieux cuir,
s'avança avec une torche de faisceau d'aiguilles de pain allumé. Il fit le tour du bûcher non allumé une fois, son mouvement lent et délibéré, une consécration silencieuse de l'espace. Il ne prononça aucune parole qu'Alistair put comprendre, mais la signification était claire dans sa posture révérencieuse. C'était un acte sacré. Puis il plongea la torche au cœur du tas de bois. Le bois sec prit avec un grand « whoosh » et une colonne de flammes déchira l'obscurité, envoyant une pluie d'étincelles dorées en spirale vers les premières étoiles. La chaleur déferla sur la clairière, une présence physique soudaine. Alistair, le cœur battant d'un mélange d'anticipation académique et d'une admiration primale involontaire, pressa son visage contre le viseur métallique froid de son appareil photo. Les flammes dansaient et se tordaient, leur lumière sauvage et chaotique capturée et contenue dans le verre rond et froid de l'objectif. Il attendit, son carnet ouvert sur son genou et un stylo à la main, que le jeu de lumière, l'anomalie explicable, la charmante illusion folklorique commence enfin. Le feu de joie rugissait, une colonne vivante et respirante de rage incandescente contre la noirceur veloutée de la nuit du Mississippi. Le chant enfla avec lui, les voix de la communauté s'élevant en une vague de son puissante et unifiée qui semblait faire vibrer l'air même. Alistair Fyshe, l'œil pressé contre le métal froid du viseur de son appareil photo, sentit les vibrations profondes et résonantes dans ses os, une sensation physique que son esprit scientifique enregistra comme une simple acoustique, mais que son instinct interpréta comme quelque chose de bien plus profond. Il était détaché, un observateur, regardant le monde à travers un petit cadre sombre. Dans son objectif, le feu était un spectacle contrôlé, son énergie chaotique contenue. Il regardait, attendant, son doigt planant au-dessus du déclencheur, prêt à capturer la tâche attendue, le mirage de chaleur, le tour de passe-passe de la fumée et de l'ombre qu'il pourrait plus tard disséquer et expliquer dans une note de bas de page académique aride. Puis cela se produisit. Ce ne fut pas un assombrissement progressif, pas un changement subtil de la lumière. Ce fut une matérialisation. Dans l'espace entre un battement de cœur et le suivant, sur la parcelle de terre qu'il avait si soigneusement cadrée, une forme commença à se former. Ce n'était pas une vague tache d'obscurité, pas une masse amorphe. Sous ses yeux nus, et incroyablement nets dans le verre dépoli de son appareil photo, une silhouette parfaite et détaillée d'une femme se condensa sur le sol éclairé par le feu. C'était comme si un trou avait été découpé dans le tissu de la réalité, révélant une obscurité plus profonde et absolue en dessous. Il pouvait voir la forme distincte et indubitable de sa tête, légèrement inclinée comme si elle écoutait. Il pouvait distinguer la courbe douce et lasse de son dos, la ligne de ses épaules et les plis incroyablement délicats d'une simple robe amassée autour d'elle alors qu'elle était assise. Le détail était si fin, si précis, que ce fut un coup physique. Le souffle d'Alistair se coupa, un son sec et rauque dans sa gorge. Ses mains, qui avaient été si stables quelques instants auparavant, se mirent à trembler violemment. Ce n'était pas un jeu de lumière. C'était la lumière elle-même qui se brisait. Les lois de l'optique se déchiraient sous ses yeux. Il retira frénétiquement sa tête de l'appareil photo, son regard balayant la clairière. Il n'y avait aucun objet projetant l'ombre, aucune personne, aucun arbre, aucun poteau. La lumière du feu était sans obstruction, baignant toute la zone. Il chercha à tâtons son photomètre, ses doigts maladroits, et le leva. L'aiguille était stable. Il vérifia la lecture qu'il avait prise plus tôt, son esprit s'emballant, cherchant désespérément une variable, une anomalie, n'importe quoi à quoi se raccrocher. La lumière ambiante était constante. La température du sol, il le savait grâce à ses préparatifs antérieurs, maintenant absurdement ridicules, était uniforme dans toute la clairière. Il n'y avait pas de source. Il n'y avait pas de logique. C'était simplement, incroyablement, là. Il prit la photo. Le claquement mécanique et bruyant de l'obturateur de l'appareil photo fut une intrusion choquante dans le fleuve de chant. Un son de machinerie profane dans un espace sacré. Il en prit une autre, et une autre. Ses actions frénétiques, désespérées. Il n'était plus un scientifique, documentant un phénomène. Il était un homme essayant de capturer un fantôme, de se prouver qu'il ne devenait pas fou. Il trébucha vers son enregistreur, ses jambes faibles et déconnectées de son corps.
Il tripota le microphone, les jointures blanches. Il commença à parler, sa voix n'étant pas le baryton confiant et modulé de ses conférences, mais un murmure tendu et haletant, un enregistrement de sa propre défaite. C'est visible, marmonna-t-il, les mots se coinçant dans sa gorge. Clairement défini. Aucune source discernable. La forme est parfaite. Elle ne correspond à aucun phénomène optique ou chimique connu. Elle défie les lois de la physique. Elle défie tout. Il fixa l'ombre, un vide parfait de noirceur contre la terre rouge et chaude, et sentit les fondations intellectuelles de son monde entier, l'édifice soigneusement construit de logique et de raison sur lequel il avait bâti sa vie, s'effondrer en poussière. La certitude condescendante, l'assurance académique, tout cela s'évapora face à cette vérité terrifiante, belle et impossible. Ce fut un moment d'admiration pure et horrifiante. La terreur d'un homme qui a passé sa vie à cartographier le monde pour découvrir que la carte est un mensonge et que la mer est pleine de monstres. La cérémonie s'acheva comme elle le faisait toujours. Le feu s'éteignit. Les chants s'adoucirent en un dernier fredonnement persistant. Et les gens commencèrent à se disperser. Leurs visages sereins. Leur devoir accompli. Ils se déplaçaient avec une grâce tranquille, projetant de longues ombres normales à la lumière des braises mourantes. Alistair resta figé près de son trépied, une statue d'incrédulité. Son équipement, ses outils de la raison, semblaient maintenant des babioles d'imbéciles, les jouets d'un enfant apporté à la cour d'un dieu. Il était tellement perdu dans les décombres de son propre esprit qu'il ne remarqua pas Amina s'approcher avant qu'elle ne soit à côté de lui. Elle ne regarda pas son appareil photo ni son enregistreur. Elle regarda son visage. Elle vit non pas l'universitaire suffisant et condescendant qui était arrivé cet après-midi-là, mais un homme complètement et profondément secoué, les yeux écarquillés d'une terreur proche de la révérence. Son choc authentique, l'effondrement complet de son arrogance, fut la clé. Cela la convainquit qu'il était enfin prêt à écouter. « Vous voyez maintenant, » dit-elle, sa voix douce mais puissante, perçant le bourdonnement dans ses oreilles. « Ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. » Alistair ne put qu'acquiescer, la gorge trop serrée pour parler. Il se sentait comme un enfant dépouillé de toutes ses connaissances mondaines. Amina lui fit signe de la suivre, et elle l'emmena loin du feu mourant jusqu'à la vieille pierre plate où Ruth Ann s'était autrefois assise, une pierre qui était maintenant fraîche et lisse sous la lune montante. Ils s'assirent ensemble dans l'obscurité silencieuse, l'odeur de la fumée de bois et de la terre humide flottant dans l'air. « Vous êtes venu ici en quête d'une explication, » poursuivit Amina, le regard fixé sur l'endroit où l'ombre avait été. Un endroit qui n'était plus que de la terre vide. Vous êtes venu avec votre science et vos machines pour trouver la mauvaise réponse à la bonne question. Vous avez la mauvaise histoire, docteur. L'histoire que les maîtres racontaient, l'histoire que votre ancêtre racontait. Alistair tressaillit à la mention de son arrière-grand-père, mais il resta silencieux, son rôle se limitant désormais à écouter. Ruth Ann n'était pas comme les autres, dit Amina, sa voix prenant la cadence rythmique de conteuse de son grand-père. Son peuple n'était pas depuis longtemps dans ce pays. Sa grand-mère avait été amenée ici du royaume Ashanti, un endroit où le voile entre les monts des maïs. Elle y était prêtresse et elle a enseigné à sa petite-fille les anciennes coutumes, les secrets de l'esprit. Ruth Ann était une doctoresse spiritualiste, ce que certains sur cette terre appelleraient une femme conjure. Elle savait des choses. Elle savait que le feu n'était pas une fin, mais une porte. Amina se tourna pour le regarder directement, ses yeux anciens retenant les siens, exigeant sa pleine attention, sa pleine croyance. Elle ne s'est pas enfuie du feu, docteur. Elle y est entrée cette nuit-là, il y a 100 ans. Elle a fait un choix. Elle avait vu assez de souffrance. Elle savait que son corps était une cage, mais son esprit ne l'était pas. Elle a choisi de laisser son corps derrière elle, de s'en défaire comme un serpent mou, et de fusionner son esprit avec cette terre. La terre qu'il avait tenue en esclavage, afin qu'elle puisse en devenir la gardienne. Ce ne fut pas un acte de fuite. Ce fut un acte de pouvoir ultime, un acte de rébellion si profond que le maître ne pouvait même pas le concevoir. Elle a laissé son ombre non pas comme un souvenir de sa mort, mais comme une promesse de sa présence. C'est une protection, docteur, un sceau, un signe pour protéger son peuple et pour rappeler à tous ceux qui le voient qu'il y a des parties d'une personne qui ne peuvent jamais être possédées. La révélation submergea Alistair, une vague d'eau froide éclair.
C'était une explication si loin du domaine de sa compréhension. Et pourtant, face à ce dont il venait d'être témoin, elle semblait plus réelle, plus vraie que n'importe laquelle de ses propres théories pathétiques sur les minéraux et l'hystérie de masse. Ruth Ann n'était pas une victime qui avait connu une fin mystérieuse. Elle n'était pas un fantôme montant à lopin de terre. Elle était un agent puissant de son propre destin. Une femme qui avait utilisé son héritage spirituel pour accomplir un acte de transcendance si complet qu'il avait modifié de façon permanente le monde physique. L'ombre n'était pas une tâche. C'était une empreinte de pas. C'était une déclaration. Alistair retrouva enfin sa voix, bien que ce fût un murmure rauque et inhabituel. « Pourquoi me le dire ?» demanda-t-il. « Et pourquoi maintenant ?»« Parce que vous l'avez vu, » répondit simplement Amina. « Et vous ne l'avez pas rejeté. Votre orgueil a été brisé. Votre cœur a été ouvert. Et parce que votre nom est Faish. L'histoire a une longue mémoire, docteur. Elle a une façon de revenir en boucle. Peut-être est-il temps qu'un Faish raconte la véritable histoire. » Alistair se retira dans la petite chambre étouffante qu'il avait louée, son esprit un maelstrom de pensées contradictoires. Le monde lui semblait mince, irréel. Il étala ses notes méticuleuses sur le petit bureau en bois. Il regarda les sacs en toile soigneusement étiquetés contenant ses échantillons de sol. Il vit les bobines de bandes magnétiques contenant les chants enregistrés et sa propre voix pathétique et balbutiante. Tout cela était inutile. C'était le travail d'un imbécile, une collection de babioles sans signification rapportées d'un monde qu'il n'avait même pas commencé à comprendre. Il ressentit un profond sentiment de honte. Toute sa carrière, l'œuvre de sa vie, lui semblait une fraude, une tentative arrogante d'expliquer les mystères de l'univers avec une poignée de poussière et quelques mots habiles. Son regard tomba sur une petite malle en cuir cabossée dans un coin de la pièce, une malle remplie de vieux papiers de famille qu'il avait apportés pour des recherches de fond, un témoignage de sa rigueur. Il les avait parcourus une fois, trouvant les récits et les lettres pour la plupart arides. Maintenant, poussé par une nouvelle curiosité désespérée, il s'agenouilla et l'ouvrit. L'odeur de vieux papier et de cuir s'accomplit l'air. Il fouilla au-delà de liasses de lettres attachées avec un ruban délavé, au-delà d'actes de propriété cassant d'un autre siècle. Tout au fond, il le trouva, un petit journal relié en cuir. Sa couverture usée et lisse avec le temps. Le nom gravé en lettres d'or délavées sur la couverture fit s'arrêter son cœur. C'est Faish, son arrière-grand-père, le contremaître. Avec des mains tremblantes, il porta le journal au bureau et l'ouvrit. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée et arachnéenne détaillant les cruautés banales de la vie de plantation. Des comptes de rendement de coton, des registres de punition, des listes de fournitures. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine alors qu'il feuilletait les pages, cherchant la date. Il la trouva, l'entrée pour la nuit du feu de joie de la récolte, 1837. Il avait lu le registre officiel de la plantation auparavant, un document qu'il avait trouvé dans les archives du comté. Il était bref, clinique et dédaigneux. Une femme, Ruth Ann, a fui vers le nord. Chiens envoyés. Aucune trace. Le journal, les pensées privées de son ancêtre, racontait une autre histoire. Il commença à lire, et ce faisant, la voix du contremaître sembla murmurer à travers le siècle une confession d'outre-tombe. La femme, Ruth Ann, commençait l'entrée, l'écriture plus tremblante que sur les pages précédentes. Elle n'a pas fui. Je l'ai observée toute la nuit. Il y avait en elle un calme qui n'était pas naturel. Elle souriait aux flammes comme si elle saluait un ami. Et puis, alors que le feu bondissait, elle a simplement disparu. L'air a scintillé là où elle avait été. Un tour de passe-passe de la lumière du diable, je prie. Une conjuration. Les autres l'ont vu aussi. Une ombre laissée sur le sol où aucune ombre ne devrait être. Je la déclarerai comme fugitive. C'est la seule explication qui sera acceptée par Maître Ellis. C'est la seule explication qui m'empêchera d'être traité de fou ou pire, de sympathisant de leurs sombres coutumes. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Elle n'a pas couru. Elle a disparu dans le feu. Que Dieu ait pitié de mon âme pour ce mensonge, mais la vérité est trop terrible pour être écrite dans un livre officiel.
Alistair laissa tomber le journal comme s'il lui avait brûlé les mains. Il tomba au sol avec un bruit sourd. Il fixa le mur, l'esprit tourbillonnant, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une série de chocs dévastateurs et bouleversants. Il avait été frappé par une double révélation profonde. Non seulement il avait été témoin de l'impossible de ses propres yeux, mais il avait également découvert la complicité directe et consciente de sa propre famille dans l'enterrement de la vérité, dans la création du faux récit même qu'il était venu démystifier. Sa quête académique, qui avait commencé avec une certitude si arrogante, s'était terminée ici, dans cette petite chambre chaude, avec le fantôme de son ancêtre confessant ses péchés. Ce n'était plus un exercice académique. C'était devenu un bilan profondément personnel et historique. Il n'était pas seulement un observateur de cette histoire. Il en faisait partie. Son nom était Fyshe, et pour la première fois de sa vie, il comprit le poids véritable et terrible de l'histoire. Alistair Fyshe ne publia pas son traité révolutionnaire sur le folklore du Sud. Il retourna dans le Nord, non pas avec l'air triomphant d'un conquérant, mais avec le regard intérieur et hanté d'un homme qui avait vu un fantôme, non pas d'une personne, mais de sa propre certitude. Il rangea sa veste en tweed, son photomètre et ses sacs de terre méticuleusement étiquetés. C'étaient les reliques d'une vie antérieure, les artefacts d'une arrogance qu'il ne pouvait plus habiter. La photographie qu'il avait prise, qu'il développa lui-même dans la pénombre rouge et solitaire de sa chambre noire, était la preuve la plus accablante. Elle était granuleuse, certes, mais indéniable. Une silhouette parfaite et nette d'une femme assise sur le seul sans source possible de sa création. C'était l'image d'une impossibilité, la photographie d'un miracle. Il savait avec une certitude écœurante que la publier dans une revue scientifique serait un suicide professionnel. Elle serait qualifiée de canular, de double exposition, de fraude. Il serait ruiné non pas pour avoir menti, mais pour avoir dit une vérité trop grande pour que le monde l'accepte. Pendant des mois, il fut à la dérive. Il annula ses conférences, invoquant l'épuisement. Il évitait ses collègues dans le salon des professeurs, leur rire confiant et braillard sur les faits vérifiables et les données empiriques lui semblant maintenant le bavardage d'imbéciles. Il restait assis dans son bureau pendant des heures, la photographie sur son bureau à côté du journal de son arrière-grand-père. Les deux objets étaient un dialogue silencieux et puissant à travers un siècle. L'un était un mensonge enregistré pour préserver la place d'un homme dans le monde. L'autre une vérité qui briserait la sienne. Il sentit le poids profond et écrasant du choix de son ancêtre. La cruauté désinvolte de réduire l'acte transcendant de Ruth Ann à une simple note de bas de page sur une esclave en fuite, un mensonge qui avait tenu pendant 100 ans. Et il sentit le poids du défi d'Amina, son affirmation tranquille qu'il était tant qu'un Fyshe raconte la véritable histoire. Il commença à écrire, non pas à ses pairs universitaires, mais à Amina. Ses premières lettres étaient guindées, pleines de questions qui tentaient encore de cadrer l'événement d'une manière qu'il pouvait comprendre. Les réponses d'Amina, écrites dans l'écriture élégante et bouclée d'une femme qui avait appris à écrire tard dans la vie, étaient patientes et profondes. Elle ne répondait pas directement à ses questions, mais lui racontait plutôt d'autres histoires. Des histoires de Josiah, de la communauté, des petits actes de courage et de foi qui avaient maintenu vivante la mémoire de Ruth Ann. Un nouveau but commença à se former dans l'esprit d'Alistair. Un but qui n'avait rien à voir avec la gloire ou un poste universitaire. Son but n'était pas d'expliquer, mais d'écouter, non pas de disséquer, mais de préserver. Il retourna à Natchez année après année. Il n'apportait plus son équipement scientifique, seulement un simple carnet et un stylo. Il n'était plus un scientifique dans un laboratoire, mais un étudiant en pèlerinage. Il s'asseyait sur la véranda d'Amina et écoutait. Il enregistrait les histoires orales de la communauté, les histoires qui avaient été transmises de génération en génération, celles qui n'avaient jamais été écrites dans aucun livre officiel. Il apprit les noms des personnes qui avaient été asservies sur la plantation Ellis, leurs amours, leurs pertes, leur humanité. Il ne collectait plus de folklore. Il recevait une histoire. Après près d'une décennie de ce travail silencieux et dévoué, il publia enfin son livre. Ce n'était pas le livre qu'il avait l'intention d'écrire. Son titre était L'ombre de Ruth Ann. Témoignages et vérités sur les rives
du Mississippi. C'était une œuvre hybride étrange qui déconcerta les mondes littéraires et académiques. Il commençait par son propre récit à la première personne, secoué et intensément personnel, du feu de joie du centenaire. Il était suivi d'une transcription complète et respectueuse de l'histoire orale d'Amina, permettant à sa voix et au récit de la communauté de se suffire à eux-mêmes, sans être alourdis par son analyse. Et son dernier chapitre dévastateur était une seule entrée verbatim du journal du contremaître Sephaïch, la confession de son ancêtre mise à nu pour que le monde la voie. Alistair n'offrit aucune grande théorie, aucune réconciliation des trois récits. Il les présenta simplement comme une trinité de vérité. Le témoignage stupéfait du témoin scientifique, le fleuve profond et ininterrompu de la tradition spirituelle et le fait froid et dur de la dissimulation historique. Le livre ne fut pas un best-seller. La communauté universitaire le rejeta en grande partie. Alistair Fyshe, chuchotait-il, était devenu indigène, une carrière prometteuse gâchée par le mysticisme et la sentimentalité. Mais le livre trouva son vrai public. Il fut lu par une nouvelle génération d'historiens, ceux qui s'intéressaient au pouvoir de la tradition orale et aux histoires cachées des marginalisés. Il fut étudié par des théologiens et des sociologues. Plus important encore, il fut trouvé par les descendants des esclaves, des personnes dispersées à travers le pays qui cherchaient un lien avec un passé qui avait été systématiquement effacé. Le livre d'Alistair leur rendit un morceau de leur histoire. Il attira un nouveau type d'attention sur la clairière de Natchez. Non pas de la part de badauds curieux espérant voir un spectacle de fantômes, mais de pèlerins respectueux cherchant un lien avec quelque chose de sacré. Les modestes recettes du livre, combinées aux dons de ceux qui l'avaient touché, furent suffisants pour créer une fiducie, acheter la terre et commencer le travail lent et sacré de construction d'un mémorial. Le site aujourd'hui est un lieu d'une beauté profonde et tranquille. La terre qui produisait autrefois du coton sous le fouet produit maintenant un sentiment de paix. La clairière envahie par la végétation a été transformée en un espace serein aux allures de parc. La ruine hantée et croulante de la grande maison a disparu. Mais ses fondations forment désormais un simple contour rectangulaire sur l'herbe. Une cicatrice historique qui sert de rappel silencieux de ce qui se dressait là autrefois. Le point central de tout le site est le lieu du feu de joie. Il est marqué par un large cercle bas de pierre locale, chaude et rougeâtre sous le soleil du Mississippi. Ce n'est pas un monument à un fantôme, mais un témoignage d'une présence. En retrait du cercle, niché parmi les cyprès et les chênes, se trouve un petit bâtiment moderne. C'est le mémorial et centre des visiteurs Ruth Ann Ellis. Construit en bois naturel et en verre, il est conçu pour se fondre dans le paysage, pour écouter plus qu'il ne parle. À l'intérieur, l'air est frais et calme. Il n'y a pas de grand portrait de la famille Ellis, pas de célébration de la richesse qu'ils ont bâtie sur la souffrance humaine. Les expositions sont consacrées à la vie des personnes qu'ils ont asservies. Il y a des vitrines des outils qu'ils utilisaient, des vêtements rugueux qu'ils portaient, et les noms, minutieusement recherchés dans de vieux registres et reconstitués à partir des histoires orales qu'Alistair Fyshe avait si soigneusement enregistrées. Il y a un poste d'écoute où les visiteurs peuvent mettre des écouteurs et entendre la beauté planante et déchirante des vieux spirituals chantés par une chorale locale. Et dans une simple vitrine en verre au centre de la pièce principale, il y a 3 objets. À gauche, une première édition du livre d'Alistair Fyshe, sa couverture usée d'avoir été lue et relue. Au centre, une photographie granuleuse en noir et blanc, celle qu'Alistair a prise cette nuit fatidique de 1937. L'image est crue et irréfutable, le feu rugissant, la terre sombre et la silhouette parfaite et impossible d'une femme assise en un lieu d'honneur. À droite, ouvert à l'entrée fatidique, se trouve le petit journal relié en cuir du contremaître Sephaïch. Son écriture arachnéenne est coupable, une confession qui résonne encore avec puissance. Une jeune femme s'adresse à un petit groupe diversifié de visiteurs rassemblés autour de la vitrine. Elle s'appelle Imani et elle est la conservatrice et l'historienne principale du site. Elle a la fin de la vingtaine. Son visage est animé d'intelligence et de passion. Et ses yeux, si vous regardez attentivement, portent la même lumière ancienne et savante qui brillait autrefois dans les yeux de son arrière-arrière-grand-mère, Amina. Elle est la synthèse vivante de tout ce que ce lieu représente.
une érudite qui a obtenu son doctorat en histoire, mais qui a grandi avec l'histoire de Ruth Ann comme une berceuse. Alistair Finch est venu ici pour démystifier un mythe, dit-elle, sa voix claire et résonnante. Mais il a fini par préserver une vérité. Il pensait pouvoir expliquer l'ombre, mais c'est l'ombre qui a fini par lui expliquer le monde. Elle lui a appris que certaines vérités ne sont pas destinées à être capturées par la science, mais doivent être vues par le cœur. Et le journal de son ancêtre, dit-elle en désignant le livre, nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que nous choisissons de nous rappeler et ce que nous choisissons d'oublier. Elle est la promesse du lieu manifesté, la descendante des esclaves agissant maintenant comme gardienne de leur histoire. Une histoire que sa propre famille et la famille de l'homme qui a essayé de l'effacer ont aidé à sauver. La scène finale est la cérémonie annuelle du feu de joie qui se tient par une chaude soirée de fin d'automne. La foule qui se rassemble est une tapisserie américaine moderne. Il y a des familles qui retracent leur lignée directement jusqu'aux personnes qui ont chanté pour la première fois dans cette clairière. Leur visage exprimant une fière révérence propriétaire pour le sol sur lequel ils se tiennent. Il y a des familles blanches de la ville, leurs propres histoires mêlées à cette terre, venant maintenant non pas avec culpabilité mais avec un désir silencieux de compréhension et de réconciliation. Il y a des touristes du Japon et d'Allemagne, des universitaires de Californie et de New York. Leurs carnets et appareils photo maintenant utilisés non pas pour disséquer mais pour témoigner. Imani se tient devant le bûcher non allumé. Un petit microphone discret porte sa voix, mais c'est la même voix résonnante et puissante de ses ancêtres. Elle attend qu'un silence tombe sur la foule. Un silence rempli uniquement par le chant des grillons et le bruissement des feuilles. « Bienvenue », commence-t-elle. Nous n'allumons pas ce feu pour invoquer un fantôme. Nous l'allumons pour nous souvenir d'une promesse. La promesse que l'on peut brûler un corps, mais pas un esprit. On peut posséder une personne, mais on ne peut jamais posséder son âme. Il y a 188 ans, une femme nommée Ruth Ann Ellis est assise sur ce sol. On l'appelait esclave, mais elle n'a jamais été esclave de la peur. Dans un acte de pouvoir ultime, dans un acte de rébellion spirituelle si profond qu'il a changé le monde, elle est entrée dans la lumière du feu et a laissé son corps derrière elle. Elle a laissé son ombre non pas comme un signe de sa mort, mais comme la preuve de sa vie éternelle. C'est une empreinte sur la terre à laquelle elle était liée mais par laquelle elle ne pouvait être contenue. C'est sa promesse et c'est notre héritage. Elle prend une torche d'un aîné et la plonge dans le bûcher. Les flammes prennent et rugissent. Une colonne de lumière et de chaleur qui semble à la fois ancienne et nouvelle. Et puis le chant commence. Les vieux spirituels, leurs mélodies intemporelles, sont chantées par un chœur de voix, jeunes et vieilles, noires et blanches. Alors que les flammes atteignent leur apogée, un hoquet collectif, un soupir d'émerveillement parcourt la foule. L'ombre de Ruth en apparaît sur le sol, aussi claire et profonde que la nuit où elle l'a laissée pour la première fois. La caméra se concentre sur l'ombre, un vide parfait et immobile contre les flammes dansantes. Puis elle balaie lentement les visages de la foule. Elle s'attarde sur le visage d'une jeune fille noire, ses yeux écarquillés d'un émerveillement qui la relie directement au passé. Elle se déplace vers un homme blanc âgé, des larmes coulant sur son visage, son expression d'une libération cathartique complexe. Elle capture l'admiration partagée, la compréhension silencieuse qu'ils sont tous témoins de quelque chose de sacré. L'histoire se termine sur le fait qu'un seul acte de défi spirituel né dans le creuset d'une oppression inimaginable est devenu un phare. Une ombre née du feu a servi à éclairer les coins les plus sombres de l'histoire d'une nation, prouvant que certaines lumières ne peuvent jamais être éteintes. Le dernier plan est l'ombre gardant sa forme parfaite et sereine contre les flammes dansantes sauvages. Un témoignage éternel de la femme qui a refusé de disparaître.